Une fillette de 3 ans de Pennsylvanie, soignée pour une maladie chronique, a disparu de son lit d'hôpital au milieu de la nuit, laissant le personnel médical perplexe et ses parents dévastés. 2 années de recherche n'ont donné que du chagrin et des questions sans réponse sur comment une enfant malade pouvait simplement disparaître. Jusqu'à ce que des ouvriers de maintenance au fond du système d'égout tombent sur quelque chose qui avait été emporté par les canalisations d'eau pluviale, une découverte qui révélerait le secret le plus sombre imaginable. Nathan Hartley fixait la feuille de calcul sur l'écran de son ordinateur portable, les chiffres se brouillant, alors qu'il essayait de se concentrer sur le rapport budgétaire trimestriel. La maison semblait trop silencieuse ce mardi matin, le genre de silence qui s'était installé dans chaque recoin depuis la disparition de Mira il y a 2 ans. Il prit une autre gorgée de café tiède et se força à se concentrer sur les colonnes de données. La sonnerie stridente de son téléphone portable le fit sursauter, le café menaçant dangereusement de se renverser sur le clavier. Le numéro affiché n'était pas familier, un indicatif régional local de Pennsylvanie mais qu'il ne reconnaissait pas. Un instant, il envisagea de laisser la messagerie prendre l'appel. Ces jours-ci, la plupart des appels inattendus étaient soit des télévendeurs, soit des connaissances bien intentionnées qui avaient entendu parler de Mira et voulaient exprimer leur sympathie des années trop tard. Mais quelque chose le poussa à répondre « Nathan Hartley ». « Monsieur Hartley, je suis le détective Patricia Walsh du département de police de Pittsburgh. » La voix de la femme était professionnelle mais portait une nuance qui le mit immédiatement mal à l'aise. « Je dois vous parler du dossier de votre fille. » L'écran de l'ordinateur fut oublié. La main de Nathan se resserra autour du téléphone jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. En 2 ans, les appels concernant Mira s'étaient réduits à néant. L'affaire s'était refroidie. Les enquêteurs étaient là passés à des tragédies plus récentes. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Monsieur, je pense qu'il serait préférable d'en discuter en personne. Pouvez-vous venir au poste ? Nous avons eu un développement qui nécessite votre attention immédiate. »« Dites-le moi maintenant. » Sa voix sortit plus rauque que prévu. « L'avez-vous trouvée ? » Est-elle ? Le détective Walsh marqua une pause. Ce matin, une équipe effectuant de la maintenance dans le système d'égout près de la rivière Allegheny a fait une découverte. Ils ont trouvé des objets que nous avons des raisons de croire appartenant à votre fille. La pièce sembla basculer. Nathan agrippa le bord de son bureau de sa main libre. « Quels objets ? » ?»« Un fauteuil roulant, monsieur Hartley. Un fauteuil roulant pédiatrique avec une bouteille d'oxygène toujours attachée. Les numéros de série correspondent à l'équipement répertorié dans les dossiers hospitaliers de votre fille. » Nathan ferma les yeux et soudain, il était de retour dans cette chambre d'hôpital il y a 2 ans. Il s'était levé à 5h30 ce matin-là, comme toujours. Nicole avait travaillé un double quart et dormait profondément à côté de lui. Il s'était douché tranquillement, s'était habillé dans le noir et avait conduit jusqu'à l'hôpital pour enfants UPMC, prévoyant de passer 1 heure avec Mira avant ses réunions du matin. Le trajet en ascenseur jusqu'au service pédiatrique avait été routinier. Il avait fait un signe de tête à l'infirmière de nuit au poste. Elle lisait un magazine, avait l'air fatiguée. Dans le couloir jusqu'à la chambre 314, celle avec les autocollants de papillons que Mira avait insisté pour mettre sur la porte. Il l'avait poussée, souriant déjà, prêt à voir le visage de sa fille s'illuminer en le voyant. Le lit était vide, pas seulement vide, abandonné. Les draps étaient retirés et son éléphant en peluche tombait par terre. Les moniteurs qui auraient dû enregistrer ses niveaux d'oxygène et son rythme cardiaque étaient éteints, leur fil pendant inutilement. Son fauteuil roulant, le bleu qu'elle avait décoré avec des autocollants de super-héros, avait disparu. Un instant, il était resté figé dans l'embrasure de la porte, son esprit refusant de traiter ce qu'il voyait. Peut-être l'avait-il emmenée pour des tests, peut-être était-elle aux toilettes avec une infirmière, peut-être... Mais l'agitation croissante dans le couloir, la convergence soudaine de la sécurité et du personnel, la vérification frénétique des autres chambres, tout cela confirmait ce que ce lit vide lui disait. Mira avait disparu. « Monsieur Hartley ?» La voix du détective Walsh le ramena au présent. « Êtes-vous toujours là ? Le fauteuil roulant ?» parvint-il à dire. « Vous êtes sûr que c'est le sien ? Les numéros de série correspondent et il y a des modifications personnelles qui correspondent à ce que vous avez signalé. Les autocollants de super-héros, spécifiquement. Monsieur, je dois vous faire comprendre, le fauteuil roulant a été trouvé dans une section du système d'égout qui se connecte à plusieurs canalisations d'eau pluviale. Notre équipe médico-légale l'examine maintenant. » L'esprit de Nathan s'emballa. Les égouts ? Pourquoi le fauteuil roulant de Mira serait-il dans les égouts ? Depuis combien de temps est-il là ? C'est ce qui est inhabituel. Le ton du détective Walsh devint plus prudent. Le chef de l'équipe de maintenance, il travaille dans ces tunnels depuis 15 ans. Il dit qu'en se basant sur l'état et les modèles de sédiments, le fauteuil roulant n'aurait pas pu être là plus de quelques semaines. Peut-être 2 mois tout au plus. Il semble avoir été emporté pendant les fortes pluies du mois dernier. Mais elle a disparu il y a 2 ans. Oui, monsieur, c'est l'une des choses dont nous devons discuter. Les preuves suggèrent que le fauteuil roulant a été éliminé récemment.
jetée quelque part en amont et transportée à travers le système par les eaux pluviales. L'implication frappa Nathan comme un coup physique. Quelqu'un avait gardé le fauteuil roulant de Mira pendant 2 ans, puis avait soudainement décidé de s'en débarrasser. Ce qui signifiait « Je dois appeler ma femme », dit-il, se levant déjà, cherchant ses clés. « Nous serons là dès que possible. Bien sûr, demandez-moi à l'accueil, et monsieur Hartley, je suis vraiment désolé. Je sais que cela doit être incroyablement difficile. » Nathan termina l'appel et composa immédiatement le numéro de Nicole. Elle dormait probablement après son quart de nuit, mais cela ne pouvait pas attendre. Alors que le téléphone sonnait, il attrapa sa veste et se dirigea vers la porte, son esprit tourbillonnant de questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi jeter le fauteuil roulant après 2 ans? Et surtout, qu'est-ce que cela signifiait pour Mira? Sa fille était-elle encore en vie quelque part? Ou quelqu'un était-il finalement en train de nettoyer les traces? Nicole répondit à la 5e sonnerie, sa voix épaisse de sommeil. « Nathan, qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont trouvé le fauteuil roulant de Mira dans le système d'égout. La police veut qu'on vienne tout de suite. » Le silence à l'autre bout s'étira pendant plusieurs secondes. Puis la voix de Nicole, complètement réveillée maintenant et aiguë avec un mélange d'espoir et de crainte. « Je te retrouve là-bas. » La salle d'épreuve du département de police de Pittsburgh sentait le désinfectant industriel essayant de masquer quelque chose de pire. Nathan se tenait à côté de Nicole, leurs mains entrelacées, tandis que le détective Walsh les conduisait devant des rangées d'étagères de métalliques jusqu'à une zone d'examen dégagée. Sous les lumières fluorescentes dures, sur une bâche bleue, étalée sur une table en acier, se trouvait le fauteuil roulant de Mira. Le souffle de Nathan se coupa. Même recouvert d'eau usée et de sédiments, il le reconnut immédiatement. Le cadre bleu était terni par la crasse, mais des taches de la couleur originale transparaissaient. La bouteille d'oxygène, toujours fixée à l'arrière, était ternie mais intacte. Et là, à peine visible sous une couche de boue séchée, se trouvaient les restes d'autocollants de super-héros. Le masque rouge de Spider-Man, le bouclier de Captain America, le lasso doré de Wonder Woman. « Oh mon Dieu !» murmura Nicole à côté de lui. Sa prise sur sa main se resserra douloureusement. Le détective Walsh se tenait de l'autre côté de la table, son expression soigneusement neutre. « Je sais que c'est difficile. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit du fauteuil roulant de votre fille ?» Nathan hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Il tendit la main vers lui, puis s'arrêta, regardant le détective pour obtenir la permission. « Vous pouvez le toucher, dit-elle. Nous l'avons déjà traité pour l'épreuve, tout photographié, pris des échantillons. » Ses doigts trouvèrent l'un des autocollants, le symbole de Batman, partiellement gratté, mais toujours reconnaissable. Mira l'avait placé là elle-même, insistant pour décorer son Charlie comme elle l'appelait. Elle était si fière de son apparence. L'équipe de maintenance l'a trouvé coincé contre une grille à environ 3 km dans le système de tunnel, expliqua le détective Walsh. En se basant sur les modèles de débris et les marques d'eau, notre équipe médico-légale estime qu'il a été emporté pendant les fortes tempêtes du mois dernier. Mais voici ce qui est significatif. Regardez l'état général. Nathan se força à l'examiner plus cliniquement. Malgré le revêtement d'eau usée, le cadre du fauteuil roulant montrait une rouille minimale. Le siège en tissu, bien que taché, n'était pas pourri. Le mécanisme de valve de la bouteille d'oxygène, bien que sale, semblait relativement intact. « Il n'a pas été dans l'eau pendant 2 ans », dit Nicole, exprimant ce qu'ils pensaient tous. Elle utilisait sa voix d'infirmière, analytique, détachée, le ton qu'elle adoptait lorsqu'elle traitait des cas difficiles au travail. Exactement. Le détective Walsh sortit une tablette leur montrant des photos de l'égout. Si cela avait été dans le système depuis la disparition de votre fille, nous nous attendrions à voir une détérioration significative. Le métal serait sévèrement corrodé. Le tissu aurait disparu. Au lieu de cela, ce que nous regardons est un équipement qui a été stocké quelque part au sec pendant une période prolongée, puis récemment jeté. « Quelqu'un l'a gardé ?» dit Nathan. Les mots semblaient lourds dans sa bouche. Quelqu'un a gardé son fauteuil roulant pendant 2 ans et puis a juste « l'a jeté ?» C'est notre théorie de travail. La question est pourquoi maintenant ? Pourquoi le garder si longtemps pour ensuite le jeter? Le détective Walsh posa la tablette. Nous vérifions toutes les canalisations d'eau pluviale et les points d'accès dans un rayon de 8 km, essayant de déterminer où il est entré dans le système. Nous avons également émis un avis de recherche pour tout équipement médical similaire qui apparaîtrait. Un coup à la porte les interrompit. Un officier en uniforme passe à la tête. « Détective, le consultant médical est là. Dr Kellner, faites-le entrer. » Walsh se tourna vers Nathan et Nicole. « J'ai pris la liberté d'appeler un spécialiste pour examiner l'équipement. Le docteur Kellner était le pneumologue de votre fille à l'hôpital pour enfants. Il a accepté de nous aider à comprendre si la bouteille d'oxygène a été utilisée récemment. Vérifier toute modification qui pourrait nous en dire plus. » Nathan se souvenait du docteur Kellner, un homme calme et professionnel qui avait toujours pris le temps d'expliquer le traitement de Mira en termes qu'il pouvait comprendre.
Il avait été l'un des rares points positifs pendant ces longs mois d'hôpital. La porte s'ouvrit à nouveau et le docteur Kellner entra. Il ressemblait à ce dont Nathan se souvenait, la quarantaine, cheveux grisonnants, soigneusement coupés, portant un costume gris conservateur plutôt que des vêtements d'hôpital. Ses yeux allèrent d'abord au fauteuil roulant, puis à Nathan et Nicole. « Monsieur et Madame Hartley, dit-il doucement, je suis vraiment désolé que vous traversiez cela. Quand le détective Walsh a appelé, je suis venu immédiatement. » « Merci d'être venu, dit Nicole, nous l'apprécions. » Le docteur Kellner s'approcha de la table, enfilant des gants en latex avec une efficacité pratiquée. Il examina soigneusement la bouteille d'oxygène, vérifiant la jauge, le régulateur, les points de connexion. C'est définitivement un équipement de qualité hospitalière, le modèle que nous utilisions pour Mira. Il fit une pause, passant ses doigts le long de la valve. Le seau a été brisé récemment. Au cours des derniers mois, j'estimerais. Si cela avait été scellé pendant 2 ans, nous verrions des modèles d'oxydation différents autour du filetage. Donc, il a été utilisé ? Demanda le détective Walsh, prenant des notes. Récemment utilisé, oui. La jauge de pression montre qu'elle est presque vide. Cela suggère une utilisation active, pas un stockage à long terme. Il leva les yeux vers Nathan et Nicole. Je suis désolé. Je sais que cela soulève plus de questions que de réponses. Nathan fixait le fauteuil roulant, son esprit tourbillonnant. Quelqu'un avait pris sa fille, l'avait gardée quelque part pendant 2 ans, avait utilisé son équipement médical. Et maintenant, pour une raison quelconque, il se débarrassait des preuves. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Nicole au détective Walsh. « Êtes-vous en train de dire que quelqu'un l'avait tout ce temps ?» L'expression du détective était sombre. « Nous ne pouvons pas encore tirer de conclusion définitive. Mais les preuves suggèrent... » Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Le schéma que nous voyons est cohérent avec quelqu'un qui se débarrasse de preuves. Souvent, les auteurs font cela lorsqu'ils se préparent à déménager. Ou quand la victime n'est plus en vie, termina Nathan. Les mots semblaient comme du verre dans sa gorge. Le détective Walsh hocha lentement la tête. « Je suis désolé. Mais oui, c'est une possibilité que nous devons considérer. Nous allons devoir tout revoir. Tous ceux qui avaient accès à Mira, toute personne qui aurait pu avoir un motif ou une opportunité. Docteur Kellner, nous aurons également besoin de vos dossiers de son traitement. » « Bien sûr, dit le docteur, tout ce que je peux faire pour aider. Mira c'était une petite fille spéciale, si courageuse à travers tous ses traitements. » Alors qu'il se préparait à partir, Nathan jeta un dernier regard au fauteuil roulant. Quelque part là-bas, quelqu'un savait ce qui était arrivé à sa fille. Quelqu'un qui avait gardé son fauteuil roulant pendant 2 ans, qui avait récemment utilisé sa bouteille d'oxygène, qui avait finalement décidé de tout jeter. Mais pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui avait changé ? Nathan se tenait dans la chambre d'amis qu'ils avaient convertie en stockage médical, fixant les étagères bordées de fournitures qu'ils avaient accumulées pendant la maladie de Mira. Des boîtes de masques pédiatriques, des emballages scellés de tubes, des bouteilles de solutions salines et des médicaments, des milliers de dollars d'équipements qui étaient devenus partie intégrante de leur routine quotidienne jusqu'à ce matin-là il y a 2 ans. Il prit une boîte de médicaments, vérifiant les dates d'expiration. La plupart seraient bons pour encore quelques mois, mais certains approchèrent de leurs limites. L'ironie ne lui échappait pas. Garder ses fournitures avait été sa façon de maintenir l'espoir, d'être prêt pour quand Mira rentrerait à la maison. Mais après la révélation de ce matin au poste de police, cet espoir semblait plus fragile que jamais. Nicole était retournée se coucher après leur retour à la maison, émotionnellement épuisée par les événements du matin. Elle avait un autre quart de nuit ce soir et avait besoin de repos. Nathan ne pouvait pas dormir. L'image de ce fauteuil roulant, recouvert de boue, continuait de repasser dans son esprit. Il commença à trier les fournitures en 2 piles, périmées et encore viables. Les médicaments périmés nécessiteraient une élimination appropriée. Mais les articles scellés et non périmés, ils pourraient aider d'autres familles, d'autres enfants atteints de fibrose kystique qui avaient besoin de ces fournitures exactes. Cela ressemblait à abandonner, mais cela semblait aussi nécessaire. Il ne pouvait pas laisser des médicaments se perdre quand quelqu'un pourrait les utiliser. En début d'après-midi, il avait rempli 3 boîtes de dons. Le CVS, sur Grand Street, avait un programme de dons de fournitures médicales. Il chargea tout dans sa voiture et conduisit les 10 minutes à travers le trafic léger. La pharmacie était occupée pour un mardi après-midi. Nathan manœuvra ses boîtes à travers les portes automatiques, se dirigeant vers le comptoir de la pharmacie au fond. Alors qu'il contournait l'allée des vitamines, il faillit entrer en collision avec quelqu'un poussant un chariot chargé de fournitures médicales. « Oh, désolé !» commença Nathan, puis reconnut l'homme. « Docteur Kellner ?» Le docteur leva les yeux de son chariot, que Nathan vit maintenant contenir plusieurs bouteilles d'oxygène portable, le même type qu'ils avaient utilisé pour l'approvisionnement d'urgence de secours de Mira. « Monsieur Hartley, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je fais don de certaines des fournitures inutilisées de Mira, dit Nathan, faisant un geste vers ses boîtes. Cela semble mal de les laisser expirer quand d'autres familles pourraient les utiliser. L'expression du docteur Kellner s'adoucit avec compréhension.
C'est très généreux de votre part. Je suis sûr que ce n'était pas une décision facile. Nathan jeta un coup d'œil aux bouteilles d'oxygène dans le chariot du docteur. Vous faites des provisions? Pour l'hôpital, expliqua le docteur Kellner, ajustant sa prise sur la poignée du chariot. Nous avons eu des problèmes de chaîne d'approvisionnement dernièrement et ces unités portables sont parfaites pour le transport entre les départements. Les stations de dons sont une bénédiction quand nos fournisseurs réguliers font défaut. Je ne savais pas que les hôpitaux pouvaient acheter dans des pharmacies ordinaires. Ce n'est pas idéal, mais parfois nécessaire, surtout pour les petits équipements. Le docteur Kellner fit une pause, étudiant Nathan avec inquiétude. « Comment allez-vous ? Ce matin a dû être incroyablement difficile. » Nathan se trouva reconnaissant pour la gentillesse du docteur. « Ça l'a été dur. Ne pas savoir est presque pire que savoir le serait. Je ne peux qu'imaginer. Mira était une petite fille si spéciale, ce sourire pouvait illuminer tout le service. » Le docteur Kellner jeta un coup d'œil à sa montre. « Je devrais ramener cela à l'hôpital, mais s'il vous plaît, si vous avez besoin de quoi que ce soit, même juste de quelqu'un à qui parler qui comprenait l'état de Mira, n'hésitez pas à appeler. Merci. Et merci encore d'être venu au poste ce matin. Cela a aidé, d'avoir quelqu'un là qui la connaissait. Bien sûr, prenez soin de vous, monsieur Hartley. » Nathan regarda le docteur naviguer vers la caisse avec son chariot de bouteilles d'oxygène, puis continua vers le comptoir de la pharmacie. La pharmacienne, une jeune femme aux yeux gentils, l'aida à traiter le don. Ceux-ci aideront vraiment les familles dans le besoin, l'assura-t-elle, vérifiant chaque article. Les fournitures pédiatriques pour la FK sont toujours en demande. Alors que Nathan remplissait les documents de Don, il se retrouva à penser à ces bouteilles d'oxygène dans le chariot du docteur Kellner. Cela avait du sens ce que le docteur avait dit sur les problèmes de chaîne d'approvisionnement. La pandémie avait perturbé tant de systèmes et les hôpitaux avaient appris à être créatifs avec l'approvisionnement. Il rentra chez lui en se sentant légèrement plus léger, comme si faire don des fournitures avait soulevé un poids invisible. La maison était calme quand il entra. Nicole dormait toujours. Nathan se fit un sandwich et s'assit à la table de la cuisine, son esprit traitant encore les révélations du matin. Son téléphone vibra avec un texto de Nicole. « Je pars pour mon quart dans 22 minutes. Le dîner est dans le frigo. Essaie de te reposer. Je t'aime. » 21 minutes plus tard, il l'entendit bouger à l'étage, se préparant. Elle apparut dans l'embrasure de la cuisine en tenue d'hôpital, mug de voyage à la main, l'air fatigué malgré sa sieste. « Tu es sorti ?» demanda-t-elle, remarquant ses clés de voiture sur le comptoir. « J'ai fait don de certaines des fournitures de Mira au CVS. Les médicaments approchèrent de leur date d'expiration. » Nicole hocha la tête, comprenant sans explication. C'était probablement la bonne chose à faire. Elle fit une pause, remplissant son mug de voyage avec du café. « Oh, j'ai croisé le docteur Kellner à la pharmacie, dit Nathan. Il achetait des bouteilles d'oxygène pour l'hôpital. » Elle s'arrêta au milieu du versement, fronçant légèrement les sourcils. « C'est bizarre. »« Quoi ? Les hôpitaux ont des protocoles d'approvisionnement stricts. Tout ce qui est médical passe par des fournisseurs certifiés avec une documentation appropriée. Question de responsabilité, contrôle de qualité, chaîne de possession pour l'assurance. » Elle haussa les épaules, reprenant le versement. Peut-être qu'ils avaient une sorte de pénurie d'urgence ? Bien que généralement ils enverraient un résident ou un assistant médical pour quelque chose comme ça, pas un médecin traitant. Nathan repensa à la rencontre. Le docteur Kellner avait semblé parfaitement normal, peut-être un peu pressé. Il a mentionné des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Ça pourrait être ça. Tout le système est bizarre depuis le Covid. Elle prit son sac, l'embrassa pour lui dire au revoir. « Ne m'attends pas. Ça va être long. 2 infirmières ont appelé malade. » Après son départ, Nathan se retrouva seul avec ses pensées à nouveau. La maison semblait trop vide, trop silencieuse. Il essaya de regarder la télévision, mais ne pouvait pas se concentrer. Son esprit continuait de revenir à ce fauteuil roulant, à la salle d'épreuves, à l'expression sombre du détective Walsh quand elle parlait des auteurs se débarrassant des preuves. Quelque part là-bas, quelqu'un savait ce qui était arrivé à sa fille. Quelqu'un qui avait gardé son fauteuil roulant pendant 2 ans, quelqu'un qui avait récemment décidé qu'il était temps de s'en débarrasser. Mais pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui avait changé ? Nathan ne pouvait pas se débarrasser de l'agitation. La maison semblait oppressante dans son silence, chaque pièce contenant des souvenirs de Mira. Il se retrouva dans son bureau à domicile, fixant le classeur où ils avaient gardé des copies de tout de l'enquête. Rapports de police, déclarations de témoins, dossiers hospitaliers, 2 ans de recherche compressés dans des dossiers en papier craft. Il sortit le dossier marqué « Entretien du personnel, UPMC » et étala les papiers sur son bureau. Il les avait lus des dizaines de fois dans ses premiers mois, cherchant tout ce que la police aurait pu manquer. Gardes de sécurité, infirmières, aides-soignants, médecins, tous ceux qui travaillaient à cette nuit-là avaient été interrogés. C'était là, à mi-chemin dans la pile, l'entretien du docteur Kellner. Nathan le relut, bien qu'il l'ait pratiquement mémorisé. Le docteur avait quitté l'hôpital à 18h la veille de la disparition de Mira, n'était pas revenu avant son quart régulier à 7h du matin.
Ses enregistrements de carte-clés le confirmaient. Il était chez lui toute la nuit, bien que vivre seul signifiait que personne ne pouvait le vérifier. Les notes du détective n'indiquaient aucune suspicion. Le docteur Kellner était un médecin respecté avec un dossier impeccable. Nathan mit le papier de côté et ouvrit son ordinateur portable. Quelque chose que Nicole avait dit continuait de le tracasser. Pourquoi un médecin traitant senior achèterait-il des bouteilles d'oxygène au CVS? Cela semblait en dessous de son niveau de salaire, d'une certaine manière, comme demander au PDG d'aller chercher des fournitures de bureau. Il tapa Dr Martin Kellner, UPMC, dans Google. Les premiers résultats étaient les standards, page bio de l'hôpital, quelques articles de recherche sur la pneumologie pédiatrique, avis de patients, tous positifs. Des familles louant son comportement au chevet du patient, son dévouement envers leurs enfants. Nathan affina sa recherche, Dr Martin Kellner, historique hospitalier. Les résultats changèrent. Un profil LinkedIn montrant son historique d'emploi. Nathan cliqua dessus, étudiant la chronologie. UPMC Children's depuis 3 ans. Avant cela, Cincinnati Children's pendant 2 ans. Avant cela, Children's Hospital de Philadelphie pendant 3 ans. Et avant cela, Nathan fronça les sourcils. 4 hôpitaux en 10 ans, cela semblait beaucoup de mouvements pour un médecin spécialisé. Les médecins s'établissaient généralement dans une institution, construisèrent leur pratique, leur réputation. Pourquoi continuer à bouger? Il ouvrit un nouvel onglet et chercha Dr Martin Kellner, Cincinnati Children's Hospital. Enfoui à la 3e page de résultats, il le trouva. Un petit article d'actualité d'il y a 5 ans, Cincinnati Children's Hospital annonce des changements administratifs. Le nom du Dr Kellner apparaissait dans une liste de médecins dont les privilèges avaient été modifiés en raison d'une restructuration administrative. Le langage était vague, du jargon d'entreprise qui pouvait signifier n'importe quoi. Nathan chercha ensuite Philadelphie. Cette fois, il trouva un document du conseil médical, dossier public mais obscurément classé. Les privilèges du docteur Kellner au shop avaient été suspendus pendant 6 mois en raison d'un non-respect des exigences de documentation institutionnelle. Encore une fois, frustrant de vague. Il continua à creuser. Riley Hospital for Children à Indianapolis. Un autre, départ administratif il y a 7 ans. Johns Hopkins Children's Center, privilège suspendu pour violation de protocole qui n'était jamais spécifié. Un schéma. 4 hôpitaux, 4 problèmes administratifs, jamais rien d'assez spécifique pour affecter sa licence médicale mais suffisant pour le faire partir. Nathan sentit un nœud froid se former dans son estomac. Les mots de Nicole résonnaient, les hôpitaux ont des protocoles d'approvisionnement stricts. Et si ces exigences de documentation et à violation de protocole avaient quelque chose à voir avec les fournitures médicales? Et si le docteur Kellner avait un historique d'obtention inappropriée d'équipement? Nathan trouva l'annuaire UPMC en ligne et localisa le numéro de bureau du docteur Kellner. Il était plus de 6 heures maintenant, le personnel administratif serait parti, mais les médecins travaillaient de souvent tard. Il hésita, téléphone en main. Qu'allait-il dire? « Bonjour, j'ai remarqué que vous avez été suspendu de plusieurs hôpitaux et je me demande si vous avez kidnappé ma fille. » Mais l'image de ces bouteilles d'oxygène dans le chariot de la pharmacie ne le quittait pas. Avant qu'il ne puisse se convaincre du contraire, il composa. Le téléphone sonna 4 fois. Nathan était sur le point de raccrocher quand une voix familière répondit « Docteur Kellner à l'appareil ?»« Docteur Kellner, c'est Nathan Hartley. Je suis désolé d'appeler si tard. »« Monsieur Hartley ?» Le docteur semblait surpris, mais pas mécontent. « Pas du tout. Comment puis-je vous aider ?» La bouche de Nathan devint sèche. Il n'avait pas prévu quoi dire. « Je parcourais les dossiers de Mira, les dossiers d'enquête. J'essaie juste de donner un sens à tout après ce matin. » « Bien sûr, c'est tout à fait compréhensible. Trouver le fauteuil roulant a dû tout faire remonter. Votre entretien est là-dedans, d'il y a 2 ans. » Une pause. Quand le docteur Kellner parla à nouveau, son ton avait légèrement changé. « Oui, je m'en souviens. La police a été très minutieuse. Ils ont interrogé tout le monde. Vous travailliez cette nuit-là, la nuit où elle a disparu? » Non, en fait. J'étais parti à 6 heures. Mon quart était terminé. La chaleur disparaissait de sa voix. « Monsieur Hartley, pourquoi demandez-vous cela ?» Nathan poussa plus loin. « J'ai regardé votre historique d'emploi. Vous avez beaucoup bougé. 4 hôpitaux en 10 ans. » Le silence s'étira si longtemps que Nathan se demanda si l'appel avait été coupé. Puis, « Je ne suis pas sûr de ce que vous insinuez. »« Je n'insinue rien, j'essaie juste de comprendre. »« Comprendre quoi exactement ?» La voix du docteur Kellner était devenue froide. « La police a enquêté minutieusement il y a 2 ans. J'ai coopéré complètement. Mes allées et venues ont été vérifiées. Suggérez-vous qu'ils ont manqué quelque chose ? Ces bouteilles d'oxygène à la pharmacie sont pour l'hôpital, comme je l'ai expliqué. » Chaque mot était coupé, précis. « Monsieur Hartley, je comprends que vous êtes en deuil. Je comprends que vous êtes désespéré pour des réponses. Mais ces questions, de quoi m'accusez-vous exactement ? Je n'accuse pas.
Parce qu'il semble que vous le faites. Il semble que vous remettez en question mon intégrité basée sur quoi? Un approvisionnement de routine, des mouvements de carrière qui sont parfaitement normaux en médecine moderne? La main de Nathan tremblait. La colère contrôlée dans la voix du docteur Kellner était plus troublante que des cris l'auraient été. Je veux juste savoir ce qui est arrivé à ma fille. Ce qui est arrivé à votre fille est une tragédie. Mais j'ai dit à la police tout ce que je sais. Tout. Il y a 2 ans. Si vous avez de nouvelles questions, peut-être devriez-vous les adresser au détective Walsh au lieu de me harceler à mon bureau. Je ne harcèle pas, n'est-ce pas? M'appeler après les heures, remettre en question mon historique d'emploi, insinuer « Dieu sait ce que vous insinuez. J'ai essayé d'aider ce matin. Je suis venu au poste par respect pour la mémoire de Mira. Et c'est ainsi que vous remerciez cette gentillesse ?» La ligne devint silencieuse. Le docteur Kellner avait raccroché. Nathan resta assis à fixer son téléphone, le cœur battant. La réaction du docteur avait été si défensive, si immédiate. Rien dans la conversation ne semblait juste. Une personne vraiment innocente aurait été confuse, peut-être blessée, mais pas cette fureur froide, pas cette colère contrôlée. Il regarda à nouveau son écran d'ordinateur portable, la trace de problèmes administratifs à travers 5 hôpitaux, ses notes sur les bouteilles d'oxygène, l'entretien de police où le docteur Kellner prétendait être seul à la maison toute la nuit. Ses mains tremblaient encore alors qu'il reprenait son téléphone. Il devrait appeler le détective Walsh, signaler la conversation, partager ce qu'il avait trouvé sur l'historique hospitalier. Mais et s'il avait tort, et si le chagrin le rendait paranoïaque, voyant des schémas qui n'étaient pas là? Nathan posa le téléphone. Il devait réfléchir. Il devait être sûr, avant d'accuser un médecin respecté de quoi? D'acheter des bouteilles d'oxygène? D'avoir un historique d'emploi tacheté? Mais il ne pouvait pas se débarrasser du son de la voix du docteur Kellner. Cette colère froide, cette défense immédiate. Quelque chose n'allait pas. Il en était sûr maintenant. La question était, qu'allait-il faire à ce sujet? Nathan faisait les 100 pas dans son salon, débattant s'il devait appeler le détective Walsh. L'ordinateur portable restait ouvert sur la table basse, l'historique d'emploi du docteur Kellner toujours affiché à l'écran. Il avait passé la dernière heure à douter de lui-même. Peut-être que la colère du docteur était justifiée, peut-être que Nathan s'accrochait à des chimères, voyant des conspirations là où il n'y avait que des coïncidences. Son téléphone vibra, un texto de Nicole. « C'est fou ici. 2 autres infirmières viennent d'appeler malade. Je risque d'être plus tard que prévu. Ne m'attends pas, je t'aime. » Il répondit « Sois prudente, je t'aime aussi. » Nathan se dirigeait vers la cuisine quand des phares balayèrent les fenêtres avant. Une voiture se garant dans leur allée, il jeta un coup d'œil à l'horloge, 19h48. Il n'attendait personne. Par le Judas, il vit une silhouette familière s'approcher de la porte d'entrée. Le docteur Kellner, toujours dans son costume gris de la pharmacie, bien que maintenant ébouriffé. Ses mouvements semblaient agités, saccadés. Il continuait à regarder par-dessus son épaule alors qu'il montait les marches du porche. Le pouls de Nathan s'accéléra. Pourquoi était-il là? Comment connaissait-il même leur adresse? La sonnette retentit. Nathan ne bougea pas. Peut-être que s'il restait silencieux, le docteur partirait. « Monsieur Hartley ?» La voix du docteur Kellner traversa la porte. « Je sais que vous êtes à la maison. Votre voiture est dans l'allée. Nous devons parler de notre conversation téléphonique. » Nathan resta figé. Quelque chose dans le ton du docteur, la façon dont il avait dit « devons parler » déclenchait toutes les alarmes dans sa tête. « S'il vous plaît, monsieur Hartley, je veux m'excuser d'avoir raccroché. J'étais contrarié, mais ce n'est pas une excuse. Pouvons-nous discuter de cela comme des gens civilisés ?» Les mots raisonnables ne correspondaient pas à la tension que Nathan pouvait entendre en dessous. Il recula de la porte cherchant son téléphone portable. « Je peux voir votre ombre sous la porte, Nathan. » L'utilisation de son prénom semblait fausse, trop familière. « Ouvrez la porte. Nous devons clarifier cela avant que vous ne fassiez quelque chose que nous regretterons tous les deux. » Le pouce de Nathan planait au-dessus du numéro du détective Walsh dans ses contacts. Mais avant qu'il ne puisse composer, il entendit quelque chose qui fit glacer son sang. Le clic distinctif de la poignée de porte qui tournait. Il avait oublié de la verrouiller après avoir apporté le courrier plus tôt. La porte s'ouvrit et le docteur Kellner entra, la fermant derrière lui avec un soin délibéré. De près, Nathan pouvait voir la brillance de sueur sur son front, la façon dont sa main droite restait dans la poche de sa veste. « J'ai demandé gentiment, » dit le docteur Kellner, sa voix maintenant toujours ce calme forcé. « Mais vous n'alliez pas me laisser entrer, n'est-ce pas? Vous devez partir. » Nathan fit un autre pas en arrière. « C'est une entrée par effraction ?» La porte n'était pas verrouillée. Je suis juste un médecin inquiet, vérifiant un parent en détresse. Les yeux du docteur se posèrent sur l'ordinateur portable sur la table basse, prenant en compte l'écran. « Vous avez fait plus de recherches, je vois. Trouvé plus de schémas dans ma carrière? Sortez de ma maison. Je ne peux pas faire ça. » Le docteur Kellner retire sa main de sa poche, révélant un pistolet noir compact, ne le pointant pas exactement, mais le tenant d'une manière qui rendait la menace claire. « Nous allons faire un tour, vous et moi. » Loin des regards indiscrets et des voisins curieux.
La bouche de Nathan devint sèche. « Vous l'avez prise, vous avez pris Mira. Montez dans la voiture. » Le pistolet se leva légèrement. « Vous allez marcher jusqu'à la porte, vous allez monter dans ma voiture, vous allez le faire tranquillement. Si vous criez, si vous courez, si vous faites quelque chose de stupide, je devrais vous blesser. Et puis j'attendrai que Nicole rentre de son car. Vous avez mentionné qu'elle travaille tard ce soir. Beaucoup de temps pour que je sois là quand elle arrive. » La menace contre Nicole prit la décision de Nathan. « Où allons-nous ? Quelque part de privé ? Maintenant, bougez. » Nathan marcha vers la porte sur des jambes instables. Dehors, le quartier était calme. Une soirée de mardi typique. La maison des Johnson de l'autre côté de la rue avait des lumières allumées, mais leurs rideaux étaient tirés. Personne pour les voir, personne pour être témoin de cela. La voiture du docteur Kellner était une Honda Accord argentée, banale à tous égards. Montez côté passager, les mains où je peux les voir. Nathan obéit, son esprit s'emballant. Devrait-il l'essayer de courir, mais le pistolet était braqué sur lui, alors que le docteur Kellner contournait du côté conducteur. Et cette menace à propos de Nicole, « Ceinture de sécurité », ordonna le docteur Kellner alors qu'il démarrait le moteur. Le pistolet reposait sur ses genoux, le canon incliné vers Nathan. On ne veut pas se faire arrêter pour quelque chose de stupide. Ils sortirent de l'allée en marche arrière et Nathan aperçut sa maison, lumière du porche allumée, paraissant parfaitement normale. Aucun signe de la violence qui venait de s'y produire. « Vous m'avez vu à la pharmacie ?» dit le docteur Kellner alors qu'il tournait sur la route principale. « C'était négligent de ma part. J'aurais dû être plus prudent, mais j'étais à court de fournitures. » Le cœur de Nathan sauta. « Des fournitures, pourquoi ?»« Taisez-vous !» La façade calme du docteur se fissurait. « Vous ne pouviez pas laisser tomber. Le fauteuil roulant aurait dû être la fin. Affaire classée, tout le monde passe à autre chose, mais vous deviez creuser, deviez poser des questions. Où est Mira ? Les jointures du docteur Kellner étaient blanches sur le volant. Vous pensez que vous étiez un si bon père ? Laisser une enfant malade de 3 ans seule dans cet hôpital ? Quel protecteur vous étiez ? Est-elle vivante ? Arrêtez de parler. Il se dirigeait maintenant hors de la ville, vers les zones rurales à l'est de Pittsburgh. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait, aucune idée de ce que vous avez ruiné. Nathan essaya de mémoriser l'itinéraire, cherchant des repères. Ils passèrent devant l'ancienne usine Westinghouse, traversèrent le pont sur Turtle Creek, se dirigeant vers les Laurel Highlands, où les forêts devenaient épaisses et les maisons devenaient rares. Ces suspensions hospitalières, dit Nathan désespéré de comprendre, ils ont compris quelque chose, n'est-ce pas ? C'est pourquoi vous continuez à bouger. Ils soupçonnaient, ne pouvaient jamais rien prouver, toujours à surveiller, toujours à questionner, rendant mon travail impossible. Quel travail ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Le rire du docteur Kellner était amer. Vous ne comprendriez pas. Personne ne comprend. Ils voient un médecin être minutieux, passer du temps supplémentaire avec les patients, et ils en font quelque chose de laid. Les mots glacèrent Nathan. L'implication derrière eux, le ton défensif, des pièces s'assemblant de manière horrible. Ils quittèrent l'autoroute principale pour une route secondaire, puis sur des routes à peine pavées. Nathan avait toujours son téléphone dans sa poche. Pourrait-il secrètement composer le 9, un 1 ? Mais le docteur Kellner devait avoir eu la même pensée. « Jetez votre téléphone par la fenêtre ?»« Quoi ? Maintenant ?» Le pistolet se leva. « Ou je le prendrai après vous avoir tiré dans la jambe. » Nathan éteignit son téléphone et le jeta dans l'obscurité. Sa dernière connexion à l'aide disparut dans la forêt de Pennsylvanie. « Bien ?» Le docteur Kellner se détendit légèrement. « Nous y sommes presque. Alors vous comprendrez tout. Peut-être réaliserez-vous même que c'est en partie votre faute. »« Ma faute ? Vous l'avez laissé seul. Vulnérable. Si vous aviez été là cette nuit-là comme un vrai père, aurait dû l'être, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais vous étiez à la maison, confortable dans votre lit, alors qu'elle avait besoin de protection. » Ils tournèrent sur un chemin de terre, les phares illuminant des arbres denses de chaque côté. Quelque part devant se trouvait la réponse à 2 ans de questions. Nathan priait juste qu'il vivrait assez longtemps pour le découvrir. « Elle me faisait confiance ?» dit doucement le docteur Kellner, presque pour lui-même. « C'est la tragédie dans tout cela. Elle me faisait entièrement confiance. » Les mots envoyèrent de la glace dans les veines de Nathan. Quoi qu'il soit arrivé à Mira, quoi que cet homme ait fait, c'était pire qu'un simple enlèvement. La façon dont il parlait de confiance, d'être minutieux avec les patients, de gens rendant les choses laides, Nathan commençait à comprendre la véritable horreur de ce que sa fille avait enduré. Le chemin de terre se terminait à une modeste cabane nichée parmi des pins imposants. Des lumières à détecteurs de mouvement s'allumèrent à leur approche, illuminant une structure qui paraissait trompeusement normale, bardage en bois, cheminée en pierre, le genre de retraite de week-end que des milliers de Pennsylvaniens possédaient. Un générateur bourdonnait quelque part derrière le bâtiment. « Sortez !» ordonna le docteur Kellner, coupant le moteur. Nathan sortit dans l'air frais de la montagne, ses jambes instables après le trajet tendu. L'isolement était complet, aucune lumière voisine visible à travers les arbres, aucun son, sauf le générateur et les grillons lointains.
Même s'il criait, personne n'entendrait. Le docteur Kellner contourna la voiture, pistolet stable. À l'intérieur, essayez de courir et je vous mettrai une balle dans le genou. Vous n'avez pas besoin de marcher pour voir ce que je vais vous montrer. La porte d'entrée s'ouvrait sur un salon qui sentait le bois de pin et l'antiseptique. Mobilier de base, une cheminée en pierre, des escaliers menant vers le haut. Mais l'attention de Nathan fut attirée par l'équipement médical empilé le long d'un mur. Des boîtes de fournitures, un concentrateur d'oxygène, des poteaux à perfusion. En haut, dirigea le docteur Kellner. Ils montèrent des escaliers en bois étroits jusqu'à un couloir avec 3 portes. Le docteur le guida vers la dernière, sortant une clé de sa poche. Plusieurs verrous, remarqua Nathan, des verrous installés de l'extérieur. La porte s'ouvrit, révélant une pièce de grenier convertie. Et là, assise sur un petit lit avec une canule d'oxygène sous le nez, se trouvait Mira. Les genoux de Nathan faillirent céder. Sa fille, vivante, mais changée. Elle avait grandi en 2 ans, bien sûr. Plus grande, plus mince, ses cheveux blonds plus longs et emmêlés. Elle portait une blouse d'hôpital fanée, trop petite pour son corps maintenant âgé de 5 ans. Un port 4 était visible sur son bras, bien qu'aucune ligne ne soit actuellement attachée. « Mira ?» Le mot sortit comme un murmure brisé. Elle leva les yeux d'un livre de coloriage, ses yeux bleus, si semblables à ceux de Nicole, ne montrant aucune reconnaissance. Juste de la confusion et un soupçon de peur. « Docteur Martin, qui est cet homme ?»« Docteur Martin. » Elle l'appelait Docteur Martin. « C'est bon, ma chérie, dit le docteur Kellner, sa voix prenant une qualité différente, douce, paternelle. C'est quelqu'un qui voulait te rencontrer. Tu te souviens comment je t'ai dit qu'il pourrait y avoir des visiteurs un jour ?» Mira se recroquevilla contre le mur. « Je n'aime pas les visiteurs. Tu as dit que les visiteurs pourraient essayer de m'emmener. Tu as dit que ce sont de mauvaises personnes qui ne comprennent pas. » Nathan commença à avancer instinctivement, mais le canon du pistolet s'enfonçant dans ses côtes l'arrêta. « C'est ma fille, espèce de malade. »« Votre fille ?» La voix du docteur Kellner se durcit. « Vous avez renoncé à ce droit quand vous l'avez abandonné. Vous l'avez kidnappée. Je lui ai donné un foyer, je l'ai gardée en sécurité pendant 2 ans pendant que vous, avez continué votre vie ?» Nathan regarda correctement autour de la pièce maintenant, prenant en compte les détails. L'équipement médical remplissait un coin. Le concentrateur d'oxygène qu'il avait entendu fonctionner, des boîtes de médicaments, les réservoirs portables comme ceux de la pharmacie. Une petite commode contenait des vêtements d'enfants. Des dessins couvraient les murs, tous signés Mira dans une écriture d'enfant. Des images d'une maison, d'arbres, d'oiseaux, et encore, une figure étiquetée « Docteur Martin » avec un visage souriant. Aucune image de parents, aucun dessin de maman ou papa. « Qu'est-ce que vous lui avez dit ?» La voix de Nathan était creuse. La vérité d'un certain point de vue, qu'elle était très malade et avait besoin de soins spéciaux, que je suis le seul à comprendre ses besoins, qu'il y a des gens qui pourraient essayer d'interférer. « Vous lui avez fait un lavage de cerveau !» « Je l'ai protégée. » Le calme du docteur Kellner se fissurait. « Savez-vous à quel point elle est si fragile, avec quel soin son état doit être géré? Vous l'avez laissée seule cette nuit-là, seule. Les infirmières étaient débordées. Elles le sont toujours. Trop de patients, pas assez de temps. Mais j'avais du temps, j'ai pris le temps. » Ses yeux prirent une qualité distante. Elle était spéciale, différente des autres, si confiante, si douce, quand elle me souriait pendant les traitements. La façon dont il le disait faisait frissonner la peau de Nathan. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?»« Je me suis occupé d'elle, je l'ai nourrie, lui ai donné des médicaments, l'ai tenue quand elle pleurait. Le pistolet vacilla légèrement. Elle avait besoin de moi, a toujours besoin de moi. »« Mira ?» essaya à nouveau Nathan, sa voix douce. « Ma chérie, c'est papa. Tu ne te souviens pas de moi ?» La petite fille pencha la tête, l'étudiant. Un instant, quelque chose vacilla dans ses yeux. Puis elle secoua fermement la tête. « Mon papa est allé au paradis. Docteur Martin me l'a dit. Il est tombé malade et est allé au paradis avec maman. » La cruauté du mensonge frappa Nathan comme un coup physique. « Vous lui avez dit que nous étions morts ?» C'était plus facile que d'autres explications. Plus gentil, vraiment. Plus gentil que quoi? Mais Nathan commençait à comprendre. Les verrous sur la porte, la façon dont Mira l'appelait Docteur Martin, maintenant cette distance professionnelle même après 2 ans. La colère défensive quand on le questionnait sur son temps avec les patients. Un bruit de l'extérieur coupa à travers la tension. Des pneus sur le gravier, approchant rapidement. Plusieurs véhicules. Le docteur Kellner se déplaça vers la petite fenêtre du grenier, regardant à travers le rideau. Son visage devint pâle. « Comment? Vous avez jeté votre téléphone ?» Nathan sentit une montée d'espoir. Nicole. Elle devait être rentrée à la maison, avoir trouvé des signes de lutte, appeler la police. Sa brillante femme observatrice. « Mira, va dans le placard !» ordonna le docteur Kellner, son calme se brisant. « Tu te souviens de ce qu'on a pratiqué? Cache-toi jusqu'à ce que je dise que c'est sûr. Les mauvaises personnes sont là ?» La voix de Mira était petite, terrifiée.
Elle se précipita hors du lit, se dépêchant vers un petit placard. La façon pratiquée dont elle le faisait, l'obéissance immédiate, montrait que ce n'était pas la première fois qu'on lui disait de se cacher. Dehors, Nathan pouvait entendre des portes de voiture claquer, des échanges radio, une voix amplifiée par mégaphone. « Docteur Martin Kellner, c'est la police d'État de Pennsylvanie. Nous avons le bâtiment encerclé. Sortez avec les mains visibles. »« Vous avez tout ruiné » gronda le docteur Kellner à Nathan. « Tout ce que j'ai construit ici. » Elle était heureuse. Elle était en sécurité. En sécurité de quoi? De quoi était-elle en sécurité? Des gens qui ne comprennent pas. D'un système qui voit tout en noir et blanc. Le docteur retourna à la fenêtre, pistolet toujours braqué sur Nathan. Ils vont tout déformer, en faire quelque chose de dégoûtant. La police répéta sa demande, le docteur Kellner faisait les 100 pas dans la petite pièce, comme un animal en cage. 2 ans à la garder en bonne santé, à lui donner ce dont elle avait besoin, et vous deviez détruire ça. Docteur Kellner, la voix du mégaphone à nouveau. Nous savons que Nathan Hartley est à l'intérieur. Nous savons que Mira est vivante, résolvons cela pacifiquement. Faites sortir l'enfant. Du placard vint un petit gémissement. Nathan avait le cœur brisé à ce son. Sa fille, terrifiée, se cachant de la police qui était là pour la sauver. Elle ne survivra pas sans moi, dit le docteur Kellner, mais le combat disparaissait de sa voix. Je connais ses besoins. Chaque médicament, chaque traitement. Les petites choses qui la réconfortent quand elle a peur. Elle a besoin de ses parents. Ses vrais parents. Les vrais parents ne laissent pas les enfants malades seuls dans les hôpitaux. Le pistolet vacilla. Les vrais parents ne font pas confiance à des étrangers avec leurs plus précieux. Il s'interrompit, serrant la mâchoire. Le téléphone de la maison sonna. Une vieille ligne fixe sur la commode. Le docteur Kellner le fixa, puis fit signe à Nathan de répondre. Haut-parleur. Nathan appuya sur le bouton. « Allô? Monsieur Hartley ?» Une voix de femme, calme et professionnelle. « C'est le lieutenant Sarah Foster de la police d'État. Êtes-vous blessé? » « Non, nous allons bien tous les deux. Mira est ici. Elle est vivante. C'est une merveilleuse nouvelle. Nous allons vous faire sortir tous en toute sécurité. Puis-je parler avec le docteur Kellner ?» Le docteur se pencha vers le téléphone, pistolet toujours pointé sur Nathan, mais sa main tremblant maintenant. Elle ne comprendra pas. 2 ans de routine, de confiance. Vous allez tout détruire. Docteur, nous avons des spécialistes pédiatriques en attente. Ils s'assureront que Mira reçoive les meilleurs soins. Vous l'avez gardée en vie si longtemps. Aidez-nous à continuer ces soins correctement. Correctement? Sa voix se brisa avec un rire amer. Vous n'avez aucune idée de ce que signifient des soins appropriés. Le temps que cela prend. La patience. Le lien spécial requis. Nous comprenons que vous vous souciez d'elle, docteur. Montrez ce soin maintenant en la laissant obtenir de l'aide. Le visage du docteur Kellner s'effondra. Le pistolet s'abaissa lentement. Elle m'appelle papa parfois. Quand elle a peur, quand elle a besoin de réconfort. Est-ce qu'il vous l'a dit? Sortez, docteur. Laissez Mira être réunie avec sa famille. Famille. Le mot sortit comme du poison. Ils ne la mériteraient pas. Ils ne l'ont jamais méritée. Mais le pistolet tomba au sol avec fracas. Le docteur Kellner marcha vers le placard, s'agenouillant à côté. « Mira, les gens dehors vont t'emmener à l'hôpital. Un nouvel hôpital. Je ne veux pas y aller. » Sa voix était étouffée, effrayée. « Je veux rester avec toi. Tu as promis qu'on serait toujours ensemble. »« Je sais, ma chérie. Mais parfois les choses changent. » Sa voix se brisa. « Tu vas bien aller? Tu es une fille si courageuse, ma courageuse fille. » Il se leva, les mains levées, et marcha vers la porte. Au seuil, il s'arrêta, regardant Nathan avec une haine non dissimulée. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous lui avez pris, à nous deux. » Puis il était parti, des pas lourds dans les escaliers. Nathan entendit la porte d'entrée s'ouvrir, plusieurs voix criant des ordres. Par la fenêtre, il pouvait voir le docteur Kellner à genoux dans la terre, des officiers l'entourant. « Mira ?» Nathan s'approche lentement du placard. « C'est bon maintenant. Tu peux sortir ?» La porte s'ouvrit d'une fente. Un œil bleu le regarda, rempli de larmes et de confusion. « Tu es vraiment mon papa ?» Docteur Martin a dit que tu étais allé au paradis. Nathan s'agenouilla à côté du placard, ses propres larmes coulant librement. « Je suis vraiment ton papa. Et je t'ai cherché pendant si longtemps. Mais docteur Martin a dit, et sa petite voix tremblait, il a dit qu'il est le seul qui m'aime correctement, que d'autres personnes me feraient du mal. » Les mots étaient un couteau dans le cœur de Nathan. Quoique le docteur Kellner ait fait à sa fille, les chaînes psychologiques étaient aussi fortes que n'importe quel verrou physique. Mais elle était vivante. Après 2 ans sans savoir, elle était vivante. « Personne ne va te faire de mal, promit Nathan. Nous allons prendre soin de toi. Ta vraie maman et ton vrai papa. » Des officiers de police apparurent dans l'embrasure de la porte, bougeant prudemment, parlant d'une voix douce. Une femme officier s'approcha lentement. « Salut, Mira. Je suis l'officier Jamie. Nous allons t'emmener voir de gentils docteurs qui s'assureront que tu te sens bien. Est-ce que ce serait d'accord ?» Mira regarda entre Nathan et l'officier, son visage de 5 ans gravé de confusion et de peur.
Est-ce que Dr Martin vient aussi? Dr Martin doit aller ailleurs maintenant, dit doucement l'officier Jamie. Mais tu seras en sécurité, je te le promets. Alors qu'il persuadait Dieu Mira de sortir du placard, Nathan remarqua comment elle continuait à regarder vers la fenêtre, cherchant l'homme qui l'avait retenue captive pendant 2 ans. L'homme en qui elle avait encore plus confiance que n'importe qui d'autre au monde. Quoi que le docteur Kellner ait fait pour gagner cette confiance, Nathan était certain que c'était pire qu'un simple enlèvement. La vérité finirait par sortir. Mais pour l'instant, sa fille elle était vivante et cela devait suffire. L'unité de soins intensifs pédiatriques de l'hôpital pour enfants UPMC semblait à la fois familière et étrangère à Nathan. Même odeur antiseptique, même moniteur qui bip. Mais maintenant, c'était Mira dans le lit, pas lui, qui lui rendait visite. Elle était allongée, immobile, légèrement sédatée pour gérer son anxiété, l'oxygène coulant à travers la canule. Sa petite main reposait dans la sienne, bien qu'elle l'ait retirée quand elle était éveillée. Nicole était assise de l'autre côté du lit, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle était arrivée à l'hôpital peu après l'ambulance, ayant été celle qui avait alerté la police quand elle était rentrée à la maison pour trouver l'ordinateur portable de Nathan ouvert sur l'historique d'emploi du docteur Kellner et des signes de lutte, la porte d'entrée entr'ouverte, la voiture de Nathan toujours dans l'allée. Le détective Walsh avait agi rapidement une fois que Nicole avait identifié le docteur Kellner comme le suspect probable. Une recherche dans les dossiers de propriété avait révélé qu'il possédait une cabane dans les Laurel Highlands, répertoriée comme adresse secondaire dans son dossier d'emploi à l'hôpital. Les soldats de l'État familier avec la région connaissaient l'emplacement éloigné. Ils s'étaient coordonnés avec les unités locales qui avaient parcouru la région auparavant, faisant la course contre la montre pour atteindre la propriété isolée avant qu'il ne soit trop tard. Le détective Walsh entra tranquillement, un dossier à la main. « Comment va-t-elle » ? « Stable », répondit Nicole, sa formation d'infirmière gardant sa voix clinique. Sa fonction pulmonaire s'est détériorée. Le pneumologue pense que c'est dû à un traitement incohérent. Parfois, il lui donnait des médicaments appropriés. D'autres fois, il manquait des doses ou donnait des quantités incorrectes. « J'ai la confession du docteur Kellner », dit le détective Walsh, tirant une chaise. « Il a été en interrogatoire pendant 3 heures. Vous devez connaître la vérité, mais c'est difficile. » Nathan hocha la tête, se préparant. Le docteur Kellner a admis un contact inapproprié avec Mira pendant son séjour à l'hôpital il y a 2 ans. Cela a commencé progressivement. Il passait du temps supplémentaire avec elle, gagnait sa confiance et la vôtre. Il lui a dit que les attouchements faisaient partie de traitements spéciaux pour la faire aller mieux. Elle avait 3 ans, elle l'a cru. Nathan se sentit nauséeux. La main de Nicole trouva la sienne à travers le lit de Mira. « Cela a duré des mois », continua le détective Walsh, sa voix professionnelle mais teintée de dégoût. Il a dit que Mira commençait à résister, demandant pourquoi d'autres médecins ne faisaient pas les mêmes traitements spéciaux. Elle avait mentionné vouloir parler à maman des jeux qui se sentaient si bizarres. Il a paniqué. « Alors il l'a prise », murmura Nicole. La nuit où elle a disparu, il a utilisé sa carte clé pour rentrer par une entrée de service. Les caméras là-bas étaient incassées depuis des semaines. Il le savait parce qu'il avait été celui qui les avait endommagés, faisant passer cela pour de l'usure. Il a donné un sédatif à Mira, lui a dit qu'ils allaient aller quelque part de spécial pour aller mieux. L'a fait sortir directement par le quai de chargement. Les mains de Nathan se serrèrent. Toutes ces nuits à se demander ce qui s'était passé, et la vérité était pire que n'importe quel cauchemar qu'il avait imaginé. À la cabane, il a continué les abus, lui a dit que ses parents étaient de mort, qu'il était le seul qui pouvait prendre soin d'elle maintenant. Comportement de manipulation classique, isolement, dépendance, abus normalisés déguisés en soins ou en amour. « Le fauteuil roulant ?» demanda Nicole, sa voix tremblante. « Pourquoi le jeter maintenant ?» Ses collègues à l'UPMC devenaient des méfiants, pas à propos de Mira, à propos de fournitures manquantes. Il avait volé des médicaments et de l'équipement pendant 2 ans pour la traiter. Les RH constituaient un dossier. Il savait qu'il était temps de fuir, mais ne pouvait pas prendre d'équipement identifiable. Il prévoyait de déménager avec elle, de repartir à zéro ailleurs. Le détective Walsh tourna une page. Étant donné son historique d'emploi, le schéma de problèmes administratifs dans plusieurs hôpitaux, nous soupçonnons qu'il pourrait y avoir eu d'autres victimes au fil des ans. Des enfants qui étaient trop jeunes ou trop effrayés pour signaler une conduite inappropriée pendant les examens. Nous contacterons ces anciens hôpitaux, mais ces cas, ils ne sont souvent pas signalés. Nathan ferma les yeux. Plus de victimes. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre ? Demanda Nicole, à propos de ce qu'il prévoyait. Le détective Walsh consulta ses notes. Il a admis qu'initialement, cette première nuit, il avait l'intention de la tuer. Il était terrifié qu'elle parle à quelqu'un des abus. Mais une fois qu'il l'a eue à la cabane, il n'a pas pu le faire. Il l'a gardée à la place, à continuer les abus. Il a dit qu'il a toujours su que cela finirait mal, mais ne pouvait pas s'arrêter. « Mon Dieu !» souffla Nathan. Sa petite fille avait été à des heures de la mort cette nuit-là il y a 2 ans, sauvée seulement par la lâcheté de son agresseur. Il a tout documenté médicalement.
ajouta le détective Walsh. Pas les abus, il n'est pas stupide. Mais des journaux détaillés de ses traitements, médicaments, courbes de croissance, même des vidéos de ce qu'il appelait leur vie ensemble, fête d'anniversaire, elle jouant dans la cabane, tout soigneusement édité pour paraître normal si quelqu'un les trouvait un jour. Se souviendra-t-elle de la vérité ? Demanda Nathan. Ce qu'il lui a fait ? Ce que nous représentions pour elle avant ? Le psychiatre dit que les souvenirs de l'âge de 3 ans sont souvent fragmentés mais pas disparus. Avec une thérapie appropriée, elle pourrait récupérer certains souvenirs de vous. Quant aux abus, ce traumatisme finira probablement par faire surface. Elle aura besoin d'une thérapie extensive pour traiter ce qui s'est passé et comprendre que ce n'était pas de sa faute. Une infirmière entra avec les médicaments du soir. « Son protocole est complexe », dit-elle doucement. « Mais nous avons ses dossiers médicaux pour travailler. Nous pouvons la maintenir stable pendant que nous développons un plan de traitement approprié. » Nathan regarda les médicaments couler dans la perfusion de Mira. Sa fille, vivante, mais portant des cicatrices qu'il ne pouvait pas voir. Il continue d'insister lors de l'interrogatoire qu'il l'aimait, dit le détective Walsh alors qu'elle se préparait à partir. Que ce qu'ils avaient était spécial et que nous le détruisons. Il prétend que vous ne comprendrez jamais le lien qu'ils partageaient. Elle secoua la tête avec dégoût, prédateur typique, essayant de romancer les abus. Qu'est-ce qu'il prévoyait exactement de faire ? Demanda Nicole, s'il n'avait pas été attrapé. Il allait l'emmener dans un autre état, recommencer avec de nouvelles identités. Il avait de faux documents préparés, certificat de naissance le montrant comme son père, dossiers médicaux sous un faux nom quand elle serait plus âgée. Walsh fit une pause. Il a admis qu'il savait qu'elle finirait par se souvenir de trop ou par sortir de sa préférence. Il a dit que quand ce moment viendrait, ils en occuperaient. Nous pensons que cela signifie qu'il l'aurait finalement tué. Après le départ du détective, Nathan et Nicole restèrent assis en silence, regardant leur fille respirer. Demain marquerait le début d'un long voyage, traitements médicaux, thérapie traumatique, le processus délicat d'aider Mira à comprendre que l'homme en qui elle avait eu confiance lui avait fait du mal, que ses vrais parents n'avaient jamais cessé de la chercher. « Elle est vivante !» murmura finalement Nicole. « C'est à quoi nous nous accrochons. Elle est vivante, elle est en sécurité maintenant, et nous l'aiderons à guérir. » Nathan hocha la tête, incapable de parler au-delà de la boule dans sa gorge. Sa petite fille avait enduré 2 ans d'enfer déguisée en soins. Mais elle était forte. La même force qui l'aidait à combattre la fibrose kystique l'aiderait à surmonter ce traumatisme. Il s'en assurerait. Les moniteurs bipaient régulièrement, marquant chaque respiration, chaque battement de cœur. Preuve de vie, preuve que malgré tout, leur fille y avait survécu. Et preuve que le monstre qui avait volé 2 ans de son enfance ne la toucherait plus jamais.